Il est le fils d'un ancien milliardaire et industriel camerounais. Il est au cœur d'un scandale sexuel au Cameroun. Des centaines de femmes et de jeunes ont témoigné contre lui pour des actions de viol, parfois à main armée. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous revenons sur le parcours de l'énigmatique Hervé Bobda. Anonyme jusqu'à il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, il défraie la chronique au Cameroun et même dans le monde, mais tristement. Qui est-il réellement? On en parle dans cette émission. Mais ça reste entre nous. Chut. Les amis, avant de poursuivre cette émission, je vous invite à partager, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois que vous passez par ici. Activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Alors, nous allons revenir à notre manière sur cette histoire qui défraie la chronique au Cameroun. Il s'agit de sieur Hervé Bobda qui est accusé par des centaines de femmes de viol à main armée. Les récits sont glaçants et donnent froid dans le dos. Sur la page d'un influenceur, par l'entremise de qui l'affaire a fait irruption sur la toile le 19 janvier dernier. Une centaine de témoignages de femmes accusant le sieur Hervé Bobda de viol, de séquestration et de bien d'autres vices encore. Plusieurs plaintes de femmes ont été déposées contre lui, une pétition également tournée sur la toile et le hashtag Stop Bobda est devenu la tendance numéro 1 Cameroun sur la plateforme X de Elon Musk. Qui est réellement Hervé Bobda? Figure emblématique de la jet set de Douala, l'homme de 45 ans est accusé au fil des récits d'être un prédateur sexuel hors norme, ayant sévi pendant 2 décennies à l'initiative d'un lanceur d'alerte, j'ai cité plus haut, Zumanto comme il s'appelle. Celui-ci le qualifie d'ailleurs du plus grand violeur de l'histoire du Cameroun. Des récits de femmes et d'hommes ne cessent d'affluer, racontant des crimes sexuels mais aussi l'impunité dont bénéficiait ce garçon de bonne famille et de riches conditions. Hervé Bobda est le fils d'Emmanuel Bobda Fodop, décédé en 2020. Un homme d'affaires qui a d'abord fait fortune dans l'import-export de matériaux de construction à la tête de sa société Groupe Afrique Construction créé en 1988. L'affaire est une telle réussite que l'entreprise conquiert les marchés au Gabon et au Congo-Brazzaville, puis se diversifie dans l'immobilier et le foncier. Figure de la haute société de Douala, la capitale économique camerounaise, Emmanuel Bobda Fodop offre à Hervé une éducation prestigieuse. D'abord au collège Liberman de la ville portuaire, une institution privée catholique parmi les plus anciennes et les mieux cotées de la ville, puis au Sacré-Cœur de Makati. Des établissements où l'élève brillant ne fréquente que les descendants des grandes familles camerounaises. Hervé renforce encore son réseau à l'âge adulte lorsqu'il rejoint son père à la gestion du groupe familial, avant d'entrer dans une lutte pour l'héritage du groupe avec ses frères et sœurs. Depuis 2020 en tout cas, la société est sous administration provisoire. L'héritier, devenu à son tour businessman, fréquente les clubs de Douala et devient un personnage puissant qui bénéficie de passe-droits. Bon vivant, il aime mener un grand train, apprécie avant tout le whisky et le champagne et ne fume que des cigares. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains pensent que, ces accusations qui fusent de partout, c'est un peu le prolongement d'une guerre de succession. Ces accusations ont des allures de cabale montée peut-être par ses concurrents, ses rivaux, ceux avec qui ils se disputent les biens de leur défunt père. Mais c'est une thèse que seule la justice et les enquêtes vont infirmer ou confirmer. Mais que dire des plaintes déposées contre lui alors? Plusieurs sources attestent qu'il se déplaçait entouré de militaires et de gendarmes parfois, ou de policiers. Sur une vidéo diffusée par le lanceur d'alerte Zumanto, il est salué par un militaire de la garde présidentielle, la garde prétorienne du président Paul Biya, et un policier appartenant à la sécurité du palais. Des honneurs normalement réservés aux personnalités officielles. Beaucoup hésitent à porter plainte, d'après nos petites recherches aussi, à cause du fait que l'accusé a des relations à haut lieu. L'accusé a des bras longs, comme on dit souvent.
Et la peur de voir la plainte ne pas aboutir et peut-être de subir les conséquences dans la foulée tétanise certaines victimes qui préfèrent se murer dans un silence assourdissant. Mais en attendant que la justice tire les choses au clair, on peut néanmoins se tirer des leçons de cette histoire. Vous savez, les grands hommes feront toujours face aux grands défis. Les grands hommes sont les plus soumis à la tentation. Grand dans notre contexte a une connotation très matérialiste, parce que la grandeur ici se mesure à vos possessions, à l'ensemble de vos possessions, à vos avoirs financiers. C'est hélas, c'est malheureusement notre étalon, notre baromètre de valeur. Et donc ces grands hommes sont très soumis à la tentation. Et cela est dû à l'ivresse du pouvoir. Vous voyez, tout ce qui arrive avec les excès engendre toujours la catastrophe. C'est pour cela que l'un des 7 péchés capitaux exhorte aux hommes d'éviter la gourmandise, les excès. Parce que l'excès de pouvoir arrive toujours avec les vices. Et donc, si ta quête du pouvoir financier n'est pas fondée sur une cause noble, tu auras des comportements pareils. Si ta quête du pouvoir financier n'est pas fondée sur l'amour du prochain, si ta quête du pouvoir financier ne vise pas au fond le bien-être de ta communauté, cela ne sert à rien. C'est une cause qui est perdue d'avance, dans la mesure où elle a des fondements discutables. C'est donc pourquoi il faut faire attention à l'ivresse du pouvoir. L'ivresse du pouvoir crée des pulsions de destruction et d'autodestruction. Le défi pour les grands hommes, c'est de pouvoir maîtriser ça. C'est de pouvoir se rendre à l'évidence et à l'essentiel malgré leur puissance matérielle. Et l'essentiel, à mon avis, et c'est encore l'un des commandements du décalogue, c'est l'amour du prochain. Pour moi, c'est l'essentiel. Si la quête du pouvoir n'est pas fondée sur cette maxime, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de valeur. Et si cette quête aboutit quand même, ce n'est qu'une question de temps. Elle finira par s'autodétruire. C'est le principe même de la nature. Ce qui n'est pas fondé sur l'amour est appelé à se détruire tôt ou tard. Espérons donc que les enquêtes fassent bien leur travail et tirent les choses au clair. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir regardée. J'espère que vous en avez tiré de la graine. Alors j'ai envie de vous inviter à faire quelque chose. J'ai lu un livre de Dean Graziosi, Esprit millionnaire, je crois bien c'est le titre du livre. Et dans ce livre, Dean Graziosi disait que pour devenir riche, il faut chercher ton pourquoi, le pourquoi de cette richesse. Et comme je disais plus haut, si ce pourquoi n'est pas fondé sur une cause noble, il y a de fortes chances que ce projet n'aboutisse pas. Maintenant, dites-nous en commentaire, qu'est-ce qui motive votre quête du pouvoir financier? Qu'est-ce qui motive votre quête? Pourquoi cherchez-vous de l'argent au quotidien? Pourquoi? Qu'est-ce qui motive votre quête du pouvoir économique et financier? Réponse en commentaire. Vous savez ça maintenant, mais ça reste entre nous. Chut. Ne le dites à personne.